la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Donc bonjour Monsieur Juillet, donc Bonjour. nous vous recevons pour une association et un think tank qui s'appelle Deep Blue Foundation. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir pour le parcours que vous avez eu et les analyses que vous avez déjà proposées dans les médias. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous aimerions revenir sur certains points pour que nos auditeurs en sciences humaines eh bien, puissent comprendre un peu le monde de manière plus large, plus générale, et ainsi comprendre quels sont les enjeux et qu'est-ce qui les attend. Donc une première question pour vous, donc vous avez eu une carrière au service des intérêts de la France, à la fois dans le public et aussi dans le privé. Oui, tout à fait. Et vous pouvez revenir justement sur ces grandes étapes de votre parcours, car cela intéresse nos auditeurs. Si j'essaie de résumer, moi il y a plusieurs étapes dans ma vie. Moi, comme on dit toujours, je suis un chat à 9 vies ou à 7 vies, enfin ça dépend si on est anglais, français ou autre. C'est-à-dire que j'ai fait un certain nombre d'activités différentes, mais quand les mis se recroisent ou se regroupent les unes par rapport aux autres. J'ai été militaire dans des unités opérationnelles, donc j'ai vu ce que c'est que les conflits, d'une part, et les missions qui entourent ces conflits. J'ai été chef d'entreprise, enfin cadre puis chef d'entreprise, où là j'ai vu les entreprises, comment on les gère, comment on les développe. J'ai fait du développement international, j'ai fait de la direction d'entreprise, j'ai fait du restant d'entreprise, donc les trois facettes si vous voulez, et c'est trois choses différentes, c'est vraiment trois métiers différents. Ensuite, je suis reparti dans la fonction publique, comme haut fonctionnaire, donc comme directeur du renseignement, la DGSE, au début des années 2000, puis comme responsable de l'intelligence, fondateur de l'intelligence économique étatique, ensuite avec 3 premiers ministres, M. Raffarin, M. de Villepin, M. Fillon. Et puis après, je suis reparti dans le privé, mais là pour faire dans un cabinet d'avocats d'affaires, donc là des opérations d'analyse, de fusion-acquisition, de rapprochement, d'études, en France et à l'étranger. Et puis, depuis quelques années, depuis récemment, là, j'ai rebasculé je fais du conseil, je donne, comme depuis très longtemps d'ailleurs, je donne des cours. J'ai été professeur associé à HEC, j'ai été maître de conférence à Sciences Po, je donne des cours à l'université française ou étrangère. Je fais du conseil, vraiment d'entreprise, pour essayer de transmettre, et puis dans des pays étrangers, pour si on peut les aider. Et puis, à part ça, je fais aussi des articles, des interviews, je participe à des livres, j'essaie de transmettre. Voilà, donc si vous voulez, j'ai un parcours très large, en voilà, effet. exactement. Je vois beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de recevoir un ancien directeur des renseignements, et donc c'est un secteur qui mobilise beaucoup de fantasmes, Oui, c'est vrai. y compris chez certains politistes, même des gens chevronnés. Et donc on aimerait savoir qu'est-ce que concrètement la DGSE, comment cela fonctionne, quelles étaient vos missions finalement. Vous savez, c'était dans le fond, les gens, comme vous l'avez très justement dit, les gens fantasment. La réalité d'un service de renseignement, elle est très, très prosaïque, très simple. Il s'agit de comprendre ce qui se passe pour donner aux politiques la possibilité d'anticiper, de prendre de bonnes décisions. Et pour prendre de bonnes décisions, il faut avoir de l'avance. Il n'y a pas de secret. Donc, acquérir cette capacité d'anticipation, donner cette capacité d'anticipation aux politiques, c'est le rôle des services de renseignement. Et puis, quand on se fait attaquer, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe pour, là encore, donner aux politiques les moyens de savoir comment ils peuvent répondre le mieux possible. Donc, en définitive, c'est un travail, contrairement à ce que les gens peuvent s'imaginer, parce que bien sûr, on est plutôt fasciné par James Bond et tous les autres, d'OSS 117 à SAS, si vous voulez. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité de 90%, 95% des services de renseignement, c'est du recueil, du renseignement, et c'est pas facile, ça dans le temps, à travers tous les médias, toutes les publications, tout ce qui existe, et puis les gens qu'on connaît qui peuvent compléter ces informations, et recueillir tout ça pour en faire l'analyse. L'analyse, je dirais, ça c'est important, la plus froide possible. On pourra revenir que c'est vraiment essentiel aujourd'hui. La plus froide possible, c'est sans idéologie, sans a priori, sans émotion. Analyse des faits, analyse factuelle.
Et de cette analyse factuelle, vous sortez des conclusions que vous donnez, des synthèses, que vous donnez aux politiques ou aux décideurs. Dans une entreprise, ça va être le chef d'entreprise. Dans la fonction publique, ça va être le ministre ou ça va être le président ou le Premier ministre. Et ça va leur permettre de prendre des bonnes décisions. Donc c'est un boulot en définitive qui est plus bureaucratique, d'archives, de recherche et autres. Alors, c'est un travail de journaliste en définitive. Mais alors que le journaliste, lui, il fait ça pour faire publier des articles dans les journaux qui vont intéresser le plus grand nombre, les services de renseignement font des analyses et des réflexions qui vont intéresser un tout petit nombre de gens, mais c'est ceux qui sont appelés à prendre des décisions. Sinon, ça ressemble, j'ai toujours dit que à tous les gens que je connais, je connais beaucoup de journalistes, j'aurais toujours dit que pour moi, je ne voyais pas beaucoup de différence entre un vrai journaliste, je ne parle pas des journalistes moins bidons, si vous voulez, qu'on peut voir un peu partout, je parle des vrais journalistes connus, reconnus dans la profession, les grands journalistes, si vous voulez, il y a de Renaud Girard à Ariane Chemin pour prendre des gens très différents. Il n'y a pas de doute. Ils ont les mêmes principes, ils ont les mêmes méthodes, ils ont les mêmes approches. Ouais. Justement, vous dites que vous êtes à l'interface entre le politique et l'expertise. Est-ce que justement ces politiques vous écoutent? Est-ce que vous vous êtes senti écouté à cette époque sur les enjeux internationaux notamment? Alors, j'ai tendance à dire que le politique vous écoute surtout lorsque vous avez une idée qui est proche de la sienne. Quand votre analyse conforte son point de vue, là, en général, il se précipite dessus en disant « Voyez, je vous l'avais bien dit, c'est ça. » Quand, par contre, c'est à l'opposé de ce qu'il dit, alors là, souvent, les politiques ont tendance à ne pas vouloir vous écouter en disant « Bon, ils ont trouvé ça, mais moi, je suis plus intelligent, moi, je suis un politique, et donc, je sais ce qu'il faut que je fasse. » Et puis, bien sûr, ils se plantent. Parce que, malheureusement, dans ces histoires-là, c'est le service de renseignement qui a raison, parce que c'est lui qui a fait les bonnes analyses. Il n'y a pas de secret. Oui, en effet. Et vous avez été également donc haut responsable chargé de l'intelligence économique, justement, ce qui est un des cœurs de votre carrière. Ouais, absolument, ça a été le cœur, parce que là, j'ai eu la chance, ça il faut bien le dire. Quand j'ai été nommé au renseignement, à la direction du renseignement, un des objectifs que m'avait fixé M. Raffarin, et à l'époque, le président de la République, Jacques Chirac, M. Raffarin et Mme Alliot-Marie, qui était la ministre de la Défense, il m'avait dit il faut absolument que vous arriviez à lancer l'intelligence économique parce que ça devient essentiel. Ils avaient conscience de ça, les politiques. Ça devient essentiel et nos services ne sont pas encore préparés à ça. Qu'est-ce que c'est concrètement, en fait, finalement l'intelligence économique, si vous voulez, c'est le renseignement économique. C'est exactement la même chose que les autres, simplement c'est de l'économique. Et c'est ce qui va permettre à une entreprise, ou dans le cas d'une politique, ou un ministère concerné par l'économie, de comprendre ce qui se passe et d'apporter les bonnes réponses. Donc, on va fournir les informations qui vont permettre d'apporter les bonnes réponses, aussi bien en offensif, en attaque, qu'en défensif, quand on se fait attaquer. Et alors pourquoi à l'époque les ministres étaient sensibilisés? C'est parce que il faut se souvenir que dans les années 2000, 2002, on a perdu en France, on était leader mondial des cartes à puce avec une société qui s'appelait GM+. Et on s'est réveillé un jour en découvrant que la société avait été rachetée par les Américains, et pire encore, par un fonds d'investissement américain qui était financé par la CIA. Donc, si vous voulez, donc on était leader mondial, on venait de nous récupérer tout au profit des Américains. Alors évidemment, ça a fait un scandale en France, en disant, mais comment ça a pu se passer? Comment on n'a pas vu? Et on avait eu un deuxième cas industriel très important, c'était Péchinet. Péchinet, c'était un des grands acteurs mondiaux dans l'aluminium. Et Péchinet a été vendu à une société canadienne en 48 heures durant un week-end. Donc quand le lundi matin, les politiques ont découvert que Péchinet avait été vendu dans le week-end à des Canadiens, dans les ministères, on a compris la catastrophe que ça représentait, parce que à l'époque, l'aluminium, si vous voulez, il fallait pour faire l'aluminium, il faut beaucoup d'électricité. Donc, comme l'électricité, pour qu'elle coûte pas cher, les usines d'aluminium étaient dans des vallées de montagne avec des petits barrages, si vous voulez, qui fournissaient l'électricité avec les torrents de montagne. Donc, ça permettait de faire travailler
la population de ces vallées, qui étaient des vallées très pauvres. Il n'y a rien, il n'y avait pas de culture, il n'y avait rien, donc c'était le moyen de faire vivre ces vallées. Donc c'était très important sur le plan territorial. Hein. Et bien entendu, ça a été racheté, Pechiney racheté par les Américains. Pechiney à l'époque, je crois que c'est 60-70 000 emplois. 2 ans après, on avait perdu 60 000 emplois en France. Donc c'était une catastrophe pour le plan de l'emploi et personne ne l'avait vu. Alors c'est là où M. Raffarin et le président Chirac ont réagi en disant il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont demandé à un député qui s'appelait Carayon, Bernard Carayon, de faire une étude en disant mais qu'est-ce qui a pu se passer pour en arriver là? Et Bernard a fait un excellent rapport qui a 10 ans, ben c'est simple, hein, c'est parce que vous ne pratiquez pas l'intelligence économique comme le font les Américains, les Anglais et d'autres pays. Et donc il faut s'y mettre. Et c'est là où M. Raffarin et Mme Léomari m'ont dit bon, hein, on vous récupère de là où vous êtes à la DGSE, vous allez vous occuper exclusivement d'intelligence économique, vous allez lancer en France l'intelligence économique. Et là, j'ai été muté à l'époque un énorme service très pointu qui s'appelait le secrétaire général de la Défense nationale, qui dépend du Premier ministre. Et dans le secrétaire général de la Défense nationale, j'ai eu en charge de lancer l'intelligence économique en France. Ce qui est une aventure extraordinaire, parce que dans l'administration, c'est rarissime qu'on puisse lancer quelque chose de nouveau. Hein. Donc ça a été une aventure fantastique. Et puis peu à peu, on a essayé de faire avancer les choses. Et concrètement, qui est-ce que vous avez embauché pour ce genre de travaux, d'analyse, d'expertise? Qui sont les gens on n'était pas nombreux du tout, parce que quand j'ai commencé, j'étais tout seul dans mon bureau avec un téléphone et un tout petit budget. On n'avait pas de budget, hein. On ne savait pas où on allait. Hein. Et en définitive, j'ai tourné ensuite pendant près de 7 ans, 8 ans, avec un personnel avec 2 secrétaires et 5 cadres. Mais qui étaient tous, par contre, des jeunes, hein, surtout la plupart il y en avait 5 sur 7 qui étaient de jeunes cadres, je dirais, dynamiques et pleins d'avenir, et puis 2 experts, 2 anciens, mais tous avaient travaillé sur l'intelligence économique sous une forme ou sous une autre. Sur le cyber aussi, parce que on n'en parle plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'est les débuts de la cyber. Oui. Et à l'époque, personne ne comprenait ce que c'était que la cyber. Or, nous, on l'utilisait à plein. On a été le premier service de l'État à utiliser la cyber dans nos analyses, par exemple, avec des logiciels particuliers et tout, pour justement aller chercher les informations qu'on avait besoin. Est-ce que donc, cette analyse économique, cette intelligence économique, elle implique encore qu'il y ait des figures comme des espions qu'on peut voir? Est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est aussi... Oui, il faut toujours des espions, on en voit tous les jours. Hein. Dans la presse, vous découvrez tous les jours qu'il y a des gens qui trahissent. Vous voyez récemment un diplomate américain qui a trahi pour Cuba. Chez les Français, il y a des doutes sur un certain nombre de gens. Bon, dans tous les pays, en Allemagne, régulièrement, ils épinglent des gens. Enfin, bon, il y en a partout. Hein. La différence, si vous voulez, par rapport à il y a 50 ans ou 100 ans, c'est qu'avant, on savait très peu de choses en définitive, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, Internet et tout ça. Donc, les informations, on ne les avait que pour les journalistes. Et les journalistes, pour avoir les informations, ils ne pouvaient pas rester dans le bureau et taper sur Google pour savoir faire leur article du matin ou de l'après-midi. Il fallait qu'ils aillent sur le terrain. Ça coûtait très cher, ça prenait du temps. Donc, les journaux avaient moins d'articles, moins d'informations, hein, parce qu'il fallait les chercher. Et à cette époque-là, dans les services de renseignement, c'est pareil. On n'avait pas l'Internet, on n'avait pas les logiciels de recherche. Donc, on travaillait avec des gens qui nous informaient, ce qu'on appelait des honorables correspondants ou des informateurs un peu partout. Bon. De temps en temps, quand l'information n'arrivait pas à la trouver, parce qu'elle était secrète, elle était protégée ou autre, alors on utilisait ce qu'on appelle des espions, c'est-à-dire des agents ou des agentes qu'on allait infiltrer dans un dispositif pour qu'ils récupèrent des informations. Aujourd'hui, les choses ont changé. Parce qu'avec Internet, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, avec les métadonnées, avec tout ce qu'on a, le big data, enfin tout ce que vous voudrez, les nouvelles technologies, et en attendant en plus l'arrivée du quantique qui va encore multiplier ça, on a des volumes d'informations, mais inimaginables il y a simplement 30-40 ans. Hein. C'est inimaginable. Bon. Donc, ça veut dire qu'on a de moins en moins besoin d'espions sur le terrain. Mais il n'empêche que quand vous faites vos synthèses de toutes les informations recueillies, régulièrement on s'aperçoit qu'il y a des trous dans la raquette, c'est-à-dire qu'il y a des on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, hein,
c'est pas forcément volontaire, mais il y a des endroits où il n'y a pas d'information. Alors ça peut être volontaire, ça peut être involontaire, mais on ne sait pas. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un domaine où il n'y a rien, où on ne sait pas. Alors là, il n'y a plus qu'une solution, c'est d'envoyer des gens pour aller à la chasse à l'information. Soit on va monter, on va rechercher, on va construire des réseaux d'information avec des gens normaux qu'on va interroger, hein, soit parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont vraiment secrètes, hein, et la protéger. Alors là, on va mettre en place, on va infiltrer des professionnels qui vont avoir pour mission d'aller chercher l'information. C'est ça l'espionnage. C'est devenu une partie de plus en plus réduite, si vous voulez, du système. Et si vous voulez, il faut bien différencier ce que nous appelons les agents d'influence, des gens qui vont transmettre des idées, hein, alors pro-russes, pro-américains, actuellement on le voit dans ce qui se passe. Hein. Alors il y a ceux qu'on accuse d'être pro-russes, ceux qu'on devrait accuser d'être pro-américains, il y a ceux qui sont pro-chinois, enfin bon, il y a tout ça. Bon, je dirais ça peut, il y a des gens qui le pensent, et puis il y a des gens qui sont des agents d'influence, c'est-à-dire qui sont rémunérés, appuyés ou aidés par le pays concerné pour appuyer la théorie, les campagnes, les idées du pays qui les intéressent. Ça, c'est les agents d'influence. Mais il y a à côté, il y a les véritables agents opérationnels, hein, qui, eux, vont être infiltrés dans le dispositif qu'on ne connaît pas. Ils ne vont pas prendre parti en disant « moi, je suis pour le russe, l'américain, le chinois », bien au contraire, ils ne vont rien dire du tout. Et ceux-là, par contre, ils travaillent. Et puis, ils vont travailler des années pour piquer des informations et les transmettre. C'est ceux-là, pour moi, les espions, c'est ceux-là. C'est un tout petit nombre par rapport au total. Et avec l'évolution d'Internet dont vous nous avez parlé, est-ce que ces agents, justement, ont des nouvelles techniques avec, justement, le numérique, notamment les infiltrations numériques? Est-ce que vous avez... si vous voulez, les choses vont être... Aujourd'hui, vous avez des capacités d'information considérables. Parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, il y a ce qui s'écrit ou ce qui se dit, hein, dans les journaux, dans la presse, hein, dans les livres et partout, dans les conférences. Bon. Mais vous avez plein d'autres choses. Par exemple, les photos peuvent vous apprendre plein de choses. Oui. Aujourd'hui, on a des logiciels qui vous retrouvent la tête de quelqu'un, ils prennent une photo dans la foule, ils vous disent, voilà, là c'est monsieur un tel ou madame un tel. Bon, ça n'existait pas avant. Et on voit bien que progressivement, si vous voulez, on a de plus en plus d'informations auxquelles on a accès par des moyens légaux, mais qui sont évidemment tout à fait différents de ce qu'on pouvait avoir avant. Oui. Mais je vous donne un exemple, c'est le domaine policier, ça n'a rien à voir, mais encore que ça peut jouer pour des espions aussi. Hein. Regardez par exemple les caméras dans les rues aujourd'hui. Oui. Bon, tout le monde était contre, mais maintenant tout le monde reconnaît que quand il y a un crime ou un attentat terroriste, c'est bien pratique parce qu'on repère les gens. Avec les logiciels, aujourd'hui, on est capable presque d'identifier les gens, hein, à partir de certaines choses. On dit, tiens, ça doit être celui-là ou celui-là. Bon, aujourd'hui, quand il y a un attentat ou un crime, on retrouve très vite, on arrive à suivre même pendant des heures quelqu'un par les caméras. On dit, tiens, mais il a pris le train, regardez, il a pris le métro à telle station, on le voit là qui rentre dans le métro. Et à chaque fois, il y a des images qui font qu'on peut l'identifier. C'était inconcevable il y a 20 ans. Oui. Non, c'est ça. Donc, mais vous voyez, et tout ça, ça change complètement les règles du jeu. Alors pour les espions, pour revenir à l'espionnage, il faut bien être conscient que quand vous infiltrez quelqu'un dans un dispositif, il a en face de lui tous ces systèmes-là aussi. Oui. Donc ça devient de plus en plus compliqué. L'espion tel qu'il était à l'époque du chevalier Déon, pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, ce chevalier qui se déguisait en femme et qui faisait des opérations d'espionnage pour le compte du roi, aujourd'hui, il ne pourrait pas. Oui. Ou en tout cas, il ne pourrait pas le faire longtemps parce qu'il serait très vite identifié. Dans ce cas, la question véritablement, c'est est-ce que nous sommes encore concurrentiels, la France, sur ce plan-là? Ah, je crois qu'on n'est pas si mauvais que... Bon. Il faut être honnête, il faut être raisonnable aussi. Hein, on peut avoir du talent, mais si vous n'avez pas de moyens, c'est difficile. Hein. Quand vous voyez les moyens mis en œuvre par les Chinois ou par les Américains, par exemple, hein, ou même par les Russes, qui n'ont pas beaucoup d'argent par rapport aux autres, mais quand même, il est évident que nous, on n'a pas les moyens financiers des Américains ou des Chinois. Donc on est moins efficace. On ne peut pas se payer le même matériel, on n'a pas les mêmes moyens, il y a plein de choses qui nous manquent. Mais au point de vue des hommes et des femmes, je pense qu'on a très bon chez nous. Quand ils ont l'opportunité de faire des choses bien, les gens de chez nous font des choses formidables.
Donc cette intelligence économique, elle s'illustre aussi dans les espionnages industriels qui peuvent exister. Est-ce qu'aujourd'hui, nos entreprises françaises sont en danger face à des prédateurs internationaux de différentes natures? Oui. Des entreprises, des États. Alors la réponse, elle est tout à fait. On est en danger, pourquoi? C'est parce que nous sommes face à des pays, là il faut le dire, c'est des pays, ou des entreprises faisant partie de pays qui mettent tous les moyens en jeu pour faire gagner leurs entreprises. Quand vous avez par exemple les Américains, pour prendre un exemple avec eux, les Américains, ils ont un centre qui s'appelle l'Advocacy Center au département du commerce, qui aide les 100 plus gros contrats négociés chaque année par les Américains, la centaine, entre 100 et 120, ça varie, contrats les plus importants pour les États-Unis, eh bien, ces contrats bénéficient de l'appui de tout le système américain. C'est-à-dire qu'ils bénéficient des écoutes de la NSA, des enquêtes, des études faites par la CIA, tous les services de renseignement sont mobilisés. Oui, donc il y a tout joue, ils ont tout. Bon, chez nous, c'est rigoureusement impossible parce que la loi l'interdit. Donc, en définitive, c'est un combat. Alors, là, je parle des Américains parce qu'on les connaît bien, ils sont dans le monde occidental. Les Chinois, c'est encore plus fort, mais là, on le Goyangbu, le service chinois, on sait qu'ils sont 200 000, quand même. Ils sont 200 000, vous voyez, nous on dit que la DGSE et la DGSI, les deux services de sécurité intérieure et extérieure, en gros, c'est 10 millions de personnes, d'après les chiffres annoncés au Parlement. Bon, là, on est en train de parler simplement pour le service extérieur chinois, 200 000. Les Américains, on sait qu'ils sont largement plus de 100 000, uniquement. Enfin, si vous voulez, on sait qu'ils sont des nombres qui n'ont rien à voir avec nous, et des budgets qui n'ont rien à voir. Alors, évidemment, si vous conduisez une 2 chevaux, vous avez peu de chances de battre une Ferrari, même si vous êtes le meilleur pilote du monde. Il y a un vrai défi de mise en place donc de normes juridiques, c'est ça qui Alors, permettrait c'est-à-dire qu'on n'est pas aidé parce que en Europe, la vision du monde et du monde concurrentiel est très différente selon les pays européens, un peu comme pour la défense. Chaque pays a sa vision, son interprétation, et donc à l'évidence, il n'y a pas d'entente. Et ceux qui arrivent, ceux qui font la loi, c'est ceux qui ont le meilleur lobbying à Bruxelles et qui arrivent à influencer, si vous voulez, et non seulement le Parlement, mais la Commission européenne. Dans le cadre de la lutte contre l'espionnage, dans le cadre de l'intelligence économique, si vous voulez, il est évident que les Européens, on n'est pas très bons parce que justement, on n'offre pas un front uni. Et puis, il faut bien le dire, il y a des pays européens qui se laissent tenter d'aider un pays étranger moyennant quelques aides et autres. Et à ce moment-là, ça fausse complètement la concurrence et les rapports de force. Oui, c'est évident. Et puis justement, ces technologies, donc elles sont évidemment importantes dans les entreprises civiles, mais d'autant plus quand il s'agit d'entreprises militaires. On a vu récemment l'affaire Atos, qui défraie un peu la chronique, notamment pour tout ce qui pourrait se passer en termes de souveraineté de la France sur les produits militaires. Oui, alors ça c'est encore oui, vous avez raison, mais là c'est un autre problème. La souveraineté, là il faut s'entendre sur le mot souveraineté, parce que malheureusement, moi je pense que c'est vraiment malheureusement, en France, il y a une assimilation, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est absurde sur le plan de purement sémantique. Il y a une confusion entre la souveraineté et les extrêmes. C'est devenu idéologique. Alors, et souverainiste, forcément un extrémiste, ce qui est une absurdité complète. Parce que c'est pas ça du tout. La souveraineté, c'est au contraire, c'est préserver l'essentiel, pas le superflu, mais l'essentiel au niveau d'un pays pour que ce pays puisse continuer à vivre. Quand j'empêche le rachat d'une entreprise par des moyens discutables, j'empêche le rachat d'une entreprise française, en réalité, je garantis l'emploi de demain. Parce que si on n'a plus d'entreprise, les gens sont au chômage. S'ils sont au chômage, il n'y aura plus de sécurité sociale, il n'y aura plus rien, parce que qui va payer? C'est ça qu'il faut essayer. Donc, si vous voulez, la souveraineté, il faut bien la voir comme ça, la souveraineté, c'est l'affirmation que nous devons protéger. Il ne s'agit pas de faire du protectionnisme, mais il s'agit de dire, nous devons assurer la sécurité, il n'y a pas d'autre terme, de nos entreprises pour qu'elles soient à la fois compétitives et qu'on ne nous les fauche pas parce que c'est elles qui nous permettent de vivre.
Vous voyez? Alors là, c'est pas du tout, si vous voulez, une vision idéologique de dire, ah non, petit drapeau, machin, non, ça n'a rien à voir. Quand vous avez 34% du budget de l'État qui est consacré aux reversements sociaux, hein, eh ben, si jamais on commence à couper dans les dépenses parce qu'il n'y a plus assez de recettes, eh ben, forcément, il y a une baisse au niveau des revenus sociaux. Donc c'est ça, si vous voulez. Donc la souveraineté est un moyen de garantir les conditions qui font que ben, on ne vit pas si mal que ça en France par rapport à d'autres. Et il ne s'agit pas de faire des guerres de conquête, surtout pas. Hein, il s'agit pas. Mais il s'agit d'avoir des forces militaires suffisantes et suffisamment équipées surtout pour éviter de se retrouver piégés, c'est-à-dire de voir des gens qui vont nous imposer par la force un certain nombre de choses dans la mesure où eux sont plus forts que nous. Alors, on a la chance en France d'avoir la dissuasion nucléaire, hein, qui nous donne une force considérable. Parce que, on peut raconter ce qu'on veut, mais la dissuasion nucléaire, c'est dans le fond, tout le monde a compris dans le monde entier que si j'ai la bombe et que tu m'en envoies une sur la tête, t'en auras une aussi. Avant que je meure, je vais t'en mettre une toi aussi. Et en conséquence, eh ben, nous, on aura peut-être été à moitié détruits, mais toi aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment l'intérêt général de s'auto-détruire? La réponse, elle est non. Donc, on ne s'envoie pas de bombe. On dit, attention, j'en ai une, mais on n'en voit pas. Non. Oui. C'est ça la dissuasion nucléaire, si vous voulez. Alors, c'est un moyen, effectivement, de défense de la souveraineté. Pour la France, indiscutablement. Et la question que j'aimerais vous poser maintenant, c'est notamment sur cette souveraineté, est-ce qu'elle est possible à l'échelle européenne, ou ça vous paraît vraiment un concept qui est encore un problème, notamment avec une armée moi, je vais européenne? vous répondre très franchement. Je pense qu'elle était possible pour les pères fondateurs. Je pense au général de Gaulle, je pense à Konrad Adenauer. Hein, c'est-à-dire ceux qui ont été vraiment... Là, je ne parle pas des créateurs de départ, de Jean Monnet et autres, qui avaient d'autres objectifs, mais ceux qui ont vraiment développé le concept, hein, d'une Europe, hein, qui était le général de Gaulle et Adenauer, et ça a continué, je dirais, jusqu'à le président Mitterrand et Helmut Kohl. Hein. C'est toute cette période-là, avec de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, on a eu des gens qui avaient une conception de l'Europe dans laquelle ils souhaitaient faire une Union européenne, une véritable Union européenne. Mais attention, c'est parce que c'était un petit nombre de pays, on était une douzaine de pays, hein, progressivement on est arrivé à une douzaine, quinzaine de pays, qui étaient très proches les uns des autres. Donc, lorsque vous êtes très proches les uns des autres, avec des intérêts communs, vous pouvez parler d'une souveraineté commune, vous pouvez parler d'une union commune, parce que vous avez les mêmes objectifs, les mêmes problèmes. Le problème, c'est qu'ensuite, alors il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal, mais c'est l'histoire qui a voulu ça. L'Europe s'est élargie jusqu'à 28, 29 maintenant, même ça va bientôt passer les 30. Bon, et à l'évidence, il y a des différences énormes entre le finlandais, le portugais, le roumain, le croate, oui, l'italien. Tout ça, c'est des gens différents. Et ils ne se comprennent pas. Et on le voit bien, on a des discussions à Bruxelles ou ailleurs. Les gens ne se comprennent pas parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Depuis l'arrivée des pays qui venaient des pays de l'Est, enfin des pays qui venaient de l'ancienne Union soviétique, bon, ces pays-là, et on les comprend, on serait à leur place après 40 ans d'occupation communiste, autant vous dire qu'on comprend qu'ils n'aient pas envie que ça recommence. Donc ces gens-là sont très belliqueux contre la Russie, d'une part, sont très méfiants, et sont très militaristes. Ils veulent avoir des forces militaires importantes, parce qu'ils disent où il faut qu'on puisse se défendre. Le souci de se défendre, parce qu'ils ont connu l'occupation. Oui. Nous, on s'en fout, parce que nous, on dit on est loin. Donc on n'a pas du tout la même sensibilité, ce qui montre bien qu'on est des mondes différents. Et l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui, ne peut pas avoir un système totalement commun. C'est une impossibilité technique, si vous voulez, avec tout ce qui se passe autour. Hein. On pouvait le faire avec un petit nombre, oui. Et on ne peut pas le faire avec un grand nombre. Alors il y a eu depuis des théories, il y a la théorie des deux vitesses, hein, l'Europe à deux vitesses, qui dit ben, le groupe originel, oui, avancez, pendant que les autres n'avancent pas. Évidemment, les autres disent attendez, on n'est pas rentré dans l'Europe pour qu'il y en a qui avancent plus vite que d'autres. Donc le système est en blocage actuellement, il va falloir le repenser, c'est oui. Clair. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'Europe par rapport à la puissance américaine ou la puissance chinoise. Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'avoir une Europe forte. Ça, c'est clair. Il faut vraiment refuser de voir la réalité pour dire le contraire. Mais
Par contre, cette Europe aujourd'hui n'est pas forte et ne peut pas l'être dans les circonstances actuelles telles qu'elle est conçue. Donc il faut qu'on repense l'Europe. Oui. J'aimerais également décentrer un peu sur l'Europe le sujet et s'intéresser justement à une zone d'influence dans l'Indo-Pacifique Oui. Qui est actuellement en forte tension. On parlait de remilitarisation justement en Europe, mais il y a aussi la remilitarisation de nombreux pays dans l'Indo-Pacifique liés à l'augmentation de l'influence de la Chine, bien entendu. Comment vous percevez justement l'évolution des rapports entre la Chine et les États-Unis, qui sont quand même les deux pendants? Est-ce qu'on voit vraiment une renaissance de blocs? Est-ce qu'on pourrait s'avancer vers cela? Je crois qu'il faut revenir à la discussion qui n'a malheureusement pas été assez commentée en France, entre le président Biden et le président Xi Jinping au mois de novembre de l'année dernière, quand enfin ils se sont rencontrés pour la première fois depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'a dit Xi Jinping? C'est très intéressant parce que pour moi c'est la clé de ce qui se passe aujourd'hui. Xi Jinping a dit, Monsieur le Président, en parlant à Biden, pourquoi n'acceptez-vous pas qu'il puisse y avoir deux grands pays dans le monde, deux grandes puissances dans le monde? Nous, Chinois, nous pensons qu'il peut y avoir deux grandes puissances et qu'on peut parfaitement cohabiter et que ce n'est pas la peine de se faire la guerre. Pourquoi vous vous obstinez à vouloir nous faire la guerre? C'est ça qu'a dit Xi Jinping. Hein? On ne l'a pas assez dit en France. Et la confirmation de ça, alors c'est là où je dis, peut-être vous étonner, mais c'est que, je voyais l'autre jour, on disait le budget chinois augmente de 7%. Ah ouais, budget militaire chinois augmente de 7%. Et puis vous regardez les États-Unis, on vous dit simplement, les États-Unis viennent de passer à 875 milliards de dollars de budget. C'est beaucoup plus de 7%. Oui. Personne n'en parle. Et si vous êtes un militaire, vous savez, c'est là où ça devient intéressant, vous savez qu'en défensive, il faut 3 fois moins de moyens qu'en offensif. On le voit en guerre en Ukraine et partout. Quand je veux attaquer, il faut 3 fois plus de moyens quand je me défends. Or, quel est le budget chinois? L'année dernière, 217 milliards de dollars. Quel est le budget américain? 770 milliards de dollars. Et il monte à 870. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chinois maintiennent depuis 5 ans un budget équivalent au tiers du budget américain. Ça veut dire que les Chinois ne sont pas en position d'agresseur, mais de défenseur dans le conflit, latent, entre les États-Unis et la Chine. Les Chinois ne veulent pas faire la guerre. Ils veulent parce qu'ils pensent qu'ils gagneront par le commerce. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce sont des commerçants, ils pensent qu'ils gagneront par le commerce. Et les Américains, par contre, ceux qui veulent, eux, continuer à faire la pression par la guerre parce que, depuis 1945, c'est leur moyen pour imposer leur vue. Il faut dire la vérité. J'insiste là-dessus, c'est deux options totalement différentes. C'est deux grandes puissances. Il y en a une qui monte, c'est la Chine. Elle va encore faire 5% au moins de croissance. Avec 5% de croissance, c'est un des plus beaux résultats actuels. C'est un pays qui continue à monter, moins vite qu'il n'a, bien sûr, et avec plein de problèmes, mais qui n'a pas de problème. Mais c'est un pays dont le FMI, quand même pas suspect d'être pro-chinois, le FMI dit que ça sera la première puissance du monde économique en 2050 et encore en 2075, donc c'est clair, alors qu'il dit les États-Unis seront la deuxième puissance mondiale en 2050 et la troisième en 2075, parce que l'Inde les aura passés. Oui. Donc le problème, il est là. Le problème de la militarisation, si vous voulez, c'est en définitive les Américains, et on les comprend, moi je serais américain, je serais comme ça aussi. Les Américains, ils veulent défendre par tous les moyens un leadership qui leur a permis d'être les maîtres du monde depuis 100 ans. Et les Chinois, eux, ils savent que progressivement, ils sont en train de prendre la place. C'est tout le problème actuel. Donc, est-ce que les dirigeants chinois et américains seront assez malins pour trouver des solutions, justement, pour éviter de se taper dessus? Parce que s'ils se tapent dessus, l'un comme l'autre, ça sera dramatique, il faut bien dire, pour les deux parties. Le président Trump, quand il était président, avait interrogé le général chef d'état-major des armées américaines, Miley. Il lui avait dit, il a posé la question, ça a été écrit, c'est dans des rapports et autres, donc c'est officiel, si vous voulez. Il lui avait dit, bon, si on attaque la Chine, est-ce qu'on gagne? Réponse de Miley, oui, monsieur le président, mais les pertes seront énormes, y compris sur le territoire américain. Et là, vous vous dites, est-ce que l'Amérique est prête à perdre des millions de gens? Réponse, non.
Donc on revient au problème précédent, il faut qu'on trouve des moyens intelligents pour éviter la guerre. On sait ce que le président Biden a répondu à Xi Jinping quand il lui a dit... Mais il n'a pas répondu, justement. Enfin, il a répondu avec des petites choses, il lui a dit « ouais, alors vous voulez prendre Taïwan » et ainsi de suite. Alors qu'il faut lire, le Xi Jinping a toujours dit, et puis il le dit d'ailleurs, que Taïwan fait partie de la Chine, c'est clair, mais ça c'est l'ONU qui a donné Taïwan à la Chine en 1945, il ne faut quand même pas l'oublier. Bon, alors après il y a eu la séparation entre Taïwan avec Chiang Kai-shek qui était opposé à la Chine continentale avec Mao Tse-tung. Mais Taïwan avait bel et bien donné à la Chine. Et dans le programme du Parti communiste chinois actuel, ils disent que pour le 100e anniversaire du parti en 2049, Taïwan, qui a toujours fait partie de la Chine, sera dans la Chine. Donc pour eux c'est évident, il suffit d'attendre. C'est ça le truc. Le Chinois, il a le temps avec lui. Par rapport aux Occidentaux qui vivent dans l'immédiateté, parce que nous, on est toujours en train de vivre dans l'instant, nos politiques, ils vivent avec la prochaine élection. Et évidemment, toute personne qui arrive au pouvoir change la politique, parce qu'elle dit « j'arrive, je vais mettre en main ma politique ». Chez les Chinois, c'est exactement l'opposé. Xi Jinping, il fait référence à Deng Xiaoping, qui a succédé à Mao, et qui a expliqué la stratégie chinoise pour les 50 années suivantes. C'est toute la différence. Et ils la suivent. Alors que nous, on change tous les 5 ans. Et vous ne pensez pas justement que cette faiblesse démocratique, entre guillemets, en Europe, il peut y avoir également le pendant d'une faiblesse d'un régime plus fort? Mais tous les régimes sont faibles. Mais tous les régimes sont faibles. Et la Chine, est-ce qu'elle est faible? La Chine, elle a des faiblesses, bien sûr qu'elle a des faiblesses. Et on le voit bien d'ailleurs. Regardez, quand vous avez actuellement, par exemple, il y a un chômage des jeunes qui est extrêmement important en Chine. Bon, ça c'est nouveau, si vous voulez. On voit aussi que le passage du monde de l'exportation, la Chine a vécu sur l'exportation de ses produits. Et quand Xi Jinping a dit on passe à la 4e phase du plan de Deng Xiaoping et on revient sur le marché intérieur, ce qui correspond un peu, dire avec les Américains, avec la doctrine de Monroe et le retour sur les États-Unis, on voit à ce moment-là, évidemment, ça crée des problèmes, parce qu'il y en a un certain nombre de catégories, d'ouvriers, d'employés, de salariés, d'entreprises, qui sont touchés. Oui, bien sûr, aucun système n'est parfait. Par contre, ce qu'il ne faut pas croire, c'est que notre système est parfait, que les autres sont mauvais. Ça, c'est une erreur colossale. Notre démocratie va mal, il faut dire la vérité, elle va très mal. Aucun système aujourd'hui ne peut dire que je suis le meilleur. Nous, on a cru pendant 500 ans, depuis Christophe Colomb, nous, on a cru qu'on était les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'on a été conquérir le monde par la force, et qu'ensuite, on a mis en place un système économique qui consistait à prendre les matières premières dans les pays qu'on occupait, à faire travailler la main-d'œuvre de ces pays-là pas chère, et de garder la valeur ajoutée pour nous dans notre pays. Alors évidemment, ça a permis un développement du niveau de vie extraordinaire. Le monde occidental a connu un développement du niveau de vie que jamais dans l'histoire du monde on a connu en si peu de temps. En 500 ans, c'est extraordinaire ce qu'on a réussi à faire. Bon. Mais au détriment de tous les autres. Tous les autres, ils ont continué, ils se sont développés doucement, et maintenant ils arrivent à un niveau où ils disent « Hey, ça suffit, nous aussi on veut vivre ». Et là, on est bien ennuyé, parce qu'on ne peut plus imposer notre méthode. Et quand on essaie par tous les moyens d'imposer notre méthode, les gens, avec raison, nous disent « Mais vous êtes des colonialistes ». Sur la France du général de Gaulle, qu'on loue souvent pour ses ambitions, ses projets, beaucoup de choses comme cela. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, la perte du rang de la France à l'échelle internationale, c'est pas lié justement à cette fin de l'exceptionnalité de l'Europe depuis ces 500 ans que vous décrivez? Non, je ne crois pas. Je crois, si vous voulez, vous savez, il y en a... Tout à l'heure, on a dit que pour faire une bonne politique, il faut la durée. C'est pour ça que les Chinois réussissent actuellement. Bon, nous, on l'avait en Europe avec les rois. Moi, je ne dis pas que c'est le bon système, le système monarchique, mais moi, je suis républicain, c'est clair. On se rend bien clair là-dessus. Mais l'avantage du système monarchique, c'est que le fils ou le petit-fils ou le cousin ou autre succède et on garde la ligne politique. On garde, on ne change pas trop en définitive. On reste dans un axe. À la grande différence des démocraties où on change tout le temps. C'est l'avantage, c'est l'avantage. Pour les dictatures, la dictature, elle a un avantage, c'est qu'elle impose une politique et tout le monde suit. On n'a pas le choix.
hein. Mais du coup, c'est d'une efficacité redoutable. Les dictatures sont toujours plus efficaces que les démocraties. Elles imposent et personne ne va bouger parce que malheureusement pour les pauvres gens qui y sont, ils en savent très bien les conséquences. Donc on ne bouge pas. Et du même coup, le système, il est hyper performant. Le temps que dure la dictature, bien entendu. Après, le jour où elle est renversée, alors là par contre il y a un changement de politique, il y a un changement de tout, c'est là où on voit les limites du système. Bon. Mais nous en démocratie, on a un problème. Aujourd'hui, pour moi, c'est ça le principal problème d'ailleurs. Et le problème que voit la population, on parlait tout à l'heure des ressources humaines, c'est une évidence. Pourquoi les gens sont chez nous? Ils vivent pas mal, les gens chez nous. Mais pourquoi, en définitive, ils ne sont pas motivés? C'est parce qu'il n'y a plus d'espérance. Le problème des démocraties, comme la nôtre, c'est la perte d'espérance. Et comment on crée l'espérance? On crée l'espérance en donnant des objectifs à atteindre. La force de Gaulle, la force de Pompidou, hein, pour prendre les deux premiers présidents de la Ve République, c'est qu'ils ont dit à la France entière, on va se mobiliser sur de grands chantiers pour que la France soit un grand pays. Alors, on va faire un paquebot le plus beau du monde, on va faire la Caravelle, puis le Concorde, on va faire les centrales nucléaires. À chaque fois, c'était dans une douzaine de domaines, on va faire les fusées. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu ça et ils se sont mobilisés. Et comme ils ont vu que ça marchait, parce qu'on a réussi, hein, dans l'aérospatial, on a sacrément bien réussi, dans l'automobile, on a réussi, dans le nucléaire, on avait réussi. Quand ils ont vu que ça marchait, ben ça leur donne confiance. Quand le chef, si vous voulez, dans le système démocratique, dit « Bon, on a atteint telle étape, voilà la suivante, et voilà où on va arriver », et à la fin, bien entendu, ben on sera mieux, on vivra mieux, on sera plus heureux, ben les gens y croient parce qu'ils voient les étapes et ils savent où ils vont. Hein? Si je vous dis on va marcher 20 km, vous allez me dire, j'ai pas envie de marcher 20 km. Si je vous dis on va marcher 20 km sur tel chemin, parce qu'on va aller à tel endroit où c'est magnifique, et là on va faire, je sais pas quoi, parce que vous voulez, hein, une très bonne bouffe, on va s'éclater, on va faire la pêche à la ligne, parce que vous voulez ce qui vous intéresse, vous allez être enthousiaste en disant, bon, 20 km c'est long, mais derrière il y a quand même quelque chose. Mais si on vous dit rien, vous n'avez pas d'horizon. Vous n'avez pas d'espérance, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien à atteindre. Et là, c'est la désespérance, et c'est la France d'aujourd'hui. Et je vous mets au défi aujourd'hui de me dire, au niveau du politique, hein, quelles sont les options politiques pour les 10 ans à venir de l'État français pour développer la France. Dites-moi, je vous mets au défi. Personne aujourd'hui ne peut dire quoi que ce soit là-dessus. Et comment ils font les Américains? Parce qu'eux aussi, ils changent tous les 4 ans. Mais oui, mais alors les Américains, ils sont capables, dans certains domaines, d'aller loin. Quand Kennedy, souvent je cite ça, moi, parce que c'est un bel exemple. Quand Kennedy a été élu, l'Amérique allait très mal. Hein. C'était dans le domaine spatial. Les Russes les dominaient totalement. Ils avaient envoyé des satellites, ils avaient envoyé la chaîne Laika, le premier Spoutnik, ils allaient envoyer Gagarin, ils envoyaient Gagarin, le premier homme dans l'espace. Et les Américains, ils étaient encore à envoyer un pamplemousse qui explosait en vol à 100 km d'altitude, avec la fusée Vanguard. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Kennedy, il a eu une intuition de génie. Ça, c'est clair. C'est qu'il a dit aux États-Unis, après justement les échecs spatiaux qui étaient la honte de l'Amérique, hein, il a dit, bon, c'est vrai qu'on a été mauvais jusqu'ici, mais l'Amérique, elle est meilleure que tous les autres quand on se mobilise. Alors on va se mobiliser, dans 10 ans, on sera sur la Lune. Et 10 ans après, ben, ils ont mis 2 types sur la Lune avec un 3e qui tournait autour. Alors, c'est vrai, quand vous regardez, ils ont pris pour envoyer ces 3 gars des risques absolument insensés. Aujourd'hui, la France, avec le principe de précaution, on serait incapable de prendre. Aucun président ou Premier ministre oserait faire ça. Hein. Les types, ils sont partis avec la pilule de cyanure, parce que s'ils ne repartaient pas du sol lunaire pour s'auto-suicider, pour ne pas mourir, bon, hein, c'était vraiment... Ils ont pris un risque considérable. Mais ils sont arrivés. Mais pendant les 10 ans, il n'y avait plus Kennedy, c'était effectué entre-temps. Hein, ben pendant les 10 ans, toute l'Amérique s'est mobilisée. C'était l'objectif. Et quand ils sont arrivés à mettre les 3 types sur la Lune, bon, ben, pour le monde entier, l'Amérique était redevenue la première puissance mondiale. Formidable expérience, vous voyez? Et c'était son successeur, hein, c'était le successeur de Kennedy. Mais il avait continué, parce qu'il avait bien compris que là, il fallait y aller.
Et le drame, c'est que nous, aujourd'hui, on a beaucoup de mal parce qu'on change tout le temps. Ouais. Et peut-être Et on n'a pas d'objectif. une explication justement à ce changement, à cette réserve quelque part. Est-ce que c'est aussi le vieillissement de la population qui peut être lié à ça, quand on voit des nations comme l'Inde, Oui, des c'est grands vrai. projets, la Alors, Chine. c'est vrai, Ça peut vous avez lier. raison, c'est vrai on ne parle pas assez aujourd'hui, globalement, hein, au niveau mondial, on parle de l'évolution climatique qui est réelle, hein. Bon, il y a un changement climatique, il n'y a pas de doute, il y a un réchauffement. Je remarque qu'on parle de comment essayer de réduire le réchauffement climatique, mais personne ne parle de l'adaptation de la population à l'évolution climatique, parce que dans une évolution climatique, bien entendu, il faut lutter contre cette évolution, mais d'un autre côté, il faut quand même se préparer à la subir. Même si on la réduit, elle existera encore. Est-ce que vous entendez parler, hein? Regardez, personne ne parle de l'évolution. Bon, moi, quand j'entends qu'en Suède, enfin en Angleterre, en Écosse, ils se mettent à planter des vignes, eux, ils ont compris qu'avec l'évolution du degré, à la chaleur, on va pouvoir faire pousser des vignes en Angleterre. Bon, alors la question que je pose, moi, et nous dans le Languedoc, quand le vin il fera 15 degrés, donc il deviendra imbuvable, comment on va faire? Est-ce qu'il ne faut pas commencer maintenant à y réfléchir? Vous voyez? C'est ça la politique à long terme. C'est un vrai défi. Hein? Ça ne va pas se faire en 5 ans, mais sur 20 ans, on pourrait dire, tiens, on va faire évoluer la production, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Bon, les producteurs font du maïs. On sait qu'aujourd'hui, le maïs, c'est le produit qui est le plus consommateur d'eau. Au lieu de dire on va empêcher les bassines ou les trucs comme ça, commençons d'abord par dire comment réduire les productions agricoles qui consomment le plus d'eau. Ça paraît du bon sens, vous voyez? Oui. C'est là où je vous dis, et dans tous les domaines, c'est la même chose. Il faut qu'on se fixe des objectifs. Si on dit aux paysans français, les gars, dans 20 ans, il faut qu'on fasse plus de maïs. On se débrouillera, on va remplacer ça par ce que vous voudrez. Hein. On fait plus de maïs, ça consomme trop d'eau. Le paysan, il s'adapte. Hein. Dans 20 ans, je vous garantis qu'il saura. Si on dit, on ne pourra plus faire de vin, de vignoble dans tel coin, mais on va essayer, voilà ce qu'on va faire. Voilà. Ou alors on va changer pour mettre des plans travaillés par l'INRA qui permettent de faire des moins de degrés. Bon. Des objectifs. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Les entreprises, elles sont capables de mettre en musique, si vous voulez, enfin de mettre en œuvre, exactement, de mettre en œuvre, hein, mais il faut qu'au départ, il y ait quelqu'un qui donne le cap. Alors, les entreprises, elles sont concurrentielles les unes par rapport aux autres, puis il y a les gros, ils n'ont pas les mêmes intérêts que les petits, donc ils vont prendre des mesures qui vont tuer les petits, ce qui est inacceptable. Hein. Donc, c'est à l'État de donner le cap, en disant voilà où on va, débrouillez-vous, dans chacune de vos filières pour trouver les solutions pour qu'on arrive là où je veux qu'on arrive. C'est ça la politique. C'est le plan. Oui. Vous avez employé le terme parce que c'est ça. C'est fascinant de voir que le plan, il a été mis en place à l'époque du général de Gaulle, et en particulier avec Rocard. Hein. Rocard a été un des patrons du plan. Hein. Bon. Et Dieu sait s'il avait bien compris justement tout ça. En 2002, on a supprimé le plan. Donc maintenant, ça ne sert à rien. C'est le début de la fin. Parce que justement, le plan, il vous donnait des axes. Si vous voulez, l'État, il a deux choses. Il donne un axe, mais derrière, pour accompagner la mutation, il a des moyens. Alors, soit il saupoudre, système un peu actuel, hein, on donne à tout le monde pour avoir la paix, pour satisfaire les catégories sociales, les problèmes, tout. Alors on donne à tout le monde. Ça, c'est une politique à courte vue. Hein. Ou alors, les moyens qu'on a, on les donne dans le cadre de l'axe qu'on a défini à ceux qui vont dans ce sens-là. Ce n'est pas du tout la même chose. Et là, à ce moment-là, vous allez avancer. Vous avez des pays très pauvres par rapport aux nôtres qui savent le faire. Moi, il y a un pays que je trouve fascinant pour ça, c'est le Maroc, le royaume du Maroc. Le Maroc est un pays pauvre, il n'a pas de pétrole, il n'a pas grand-chose le Maroc. Hein. Regardez, comparez le Maroc et l'Algérie. L'Algérie, richissime, oui. Du pétrole, du gaz, de tout, de la production agricole. Ils ont une production agricole. Hein, à l'époque où il y avait les Français, il y avait une grosse production agricole. Bon, regardez aujourd'hui, ils sont obligés d'importer les matières premières pour nourrir la population. Bon, de l'autre côté, le Maroc, pays très pauvre, qui lui a fait... Alors là, ils ont développé des plans et des axes. Le résultat, c'est que le Maroc va bien. Oui. Hein, alors que Dieu sait si c'est difficile. Ben, ils en sortent mieux. Pourquoi? Pour la raison que je vous disais.
Et ça, c'est le rôle du politique ou de l'administration, de donner ce cadre? Alors, le rôle du politique, c'est le troupeau. Le troupeau, si vous voulez, il y a un berger et il y a des chiens. Le berger, c'est le politique. Les chiens, c'est l'administration. Un des drames de la France, c'est que l'administration veut suppléer le politique. Elle dit les politiques sont des nuls, donc c'est nous qui allons décider. C'est inacceptable en démocratie. En démocratie, celui qui est élu, ou celle qui est élue, à partir du moment où il est élu, c'est le chef. Et on le reconnaît tous comme le chef parce que nous sommes des démocrates. Bon, mais on le reconnaît pour le chef, pourquoi? Parce qu'il donne les axes. Il donne là où on doit aller. Il dit voilà ce qu'on va faire. Après, l'administration se mobilise autour des axes et non pas pour freiner. Or, aujourd'hui, on sait tous que la plupart des administrations, ce sont plus des outils de freinage des décisions politiques qu'autre chose. Et quand je dis bien de tous les côtés, il faut être honnête. Donc ça pose un énorme problème. Parce qu'au contraire, il faut, dans une démocratie, l'administration, elle n'a pas à avoir des idées. Elle met en application son honneur, sa responsabilité, c'est de mettre le mieux possible en musique les décisions qui ont été prises par le politique. Ce n'est pas de changer les décisions des politiques, de les freiner ou de les accélérer. Non. Le politique donne un axe, vote des lois, il décide des choses, et derrière l'administration la met en musique. Vous voyez? Alors, juste pour revenir sur l'exemple que vous avez donné du Maroc, au fond, en le comparant à la France, c'est un pays qui maintenant est en train de s'implanter un peu partout en Afrique, oui. Sur le plan des banques, des assurances. Il est en train de réussir totalement sur l'Afrique, oui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les entreprises marocaines, les banques remplacent les entreprises françaises, les banques françaises? Qu'est-ce qui se passe? Justement, vous avez pris un très bon exemple parce que pour moi c'est fascinant. Le Maroc, il y a un développement intérieur, ils ont réussi des zones industrielles, regardez autour de Kénitra, Tanger, ou à Brest, Marrakech, ou maintenant au sud, à Darla, ils ont fait un vrai développement du pays, avec des pôles, ils ont su attirer les entreprises étrangères, ils sont très bons. Ils sont la tête de pont des Américains sur l'Afrique, ils sont le lien avec les Européens à travers l'Espagne, et on parle d'un tunnel, vous savez, qui remplacera le détroit de Gibraltar, qui passera d'un côté à l'autre, ce qui changera les choses, comme pour l'Angleterre avec le tunnel sous la Manche. Bon. Et là où ça devient, alors vraiment pour nous Français, là, ça devient un vrai problème, c'est que nous, on a quitté l'Afrique francophone, le Sahel ou le Sud, l'Afrique francophone. On l'a quitté, alors nos banques disant, c'est pas rentable, selon nos critères européens, on ne peut pas rester parce que c'est pas rentable, on ne peut pas travailler avec eux. Sur le plan de l'État, on a dit non, l'Afrique, bon, c'est des moins que rien, c'est pas intéressant. Et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit les Marocains qui ont remplacé toutes les banques françaises par des banques marocaines qui vivent très bien, et ça marche très bien, et qui font des prêts à l'industrie locale, contrairement aux nôtres. On comprend pourquoi ils préfèrent les Marocains à nous. Nous, eux, ils prêtent de l'argent, ils font des opérations. Nous, on refuse. Bon, donc c'est pas bon. Et il y a plein de projets en commun. Vous parlez du Maroc, regardez le projet actuel qui est tout à fait remarquable. Le projet qu'il y avait entre le Nigeria, le pipeline de gaz, qu'il va y avoir entre le Nigeria et le Maroc, qui va permettre au Maroc de ne plus dépendre de l'approvisionnement des États-Unis ou de l'Algérie, même que maintenant l'Algérie a coupé l'approvisionnement. Ils vont régler le problème grâce au Nigeria. Ça, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, ils vont passer par le Niger, par le Mali, ils vont passer par un certain nombre de pays. Comme une route de la soie chinoise, ils sont en train de négocier avec chaque pays pour que les gens du pays puissent en profiter. Après, vous allez là-bas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, les Marocains, ils sont formidables. Et nous, on s'est fait foutre dehors. C'est tout. Et alors, Cherchez la faute. Pourquoi est-ce que la France est en train de perdre sa place en Afrique? Par exemple, mais pour vous parler du cas marocain, il y a la deuxième ligne de TGV qui devrait être construite. Naturellement, elle aurait dû revenir à Alstom. Aujourd'hui, on entend que c'est plus forcément un contrat qui reviendrait aux Français. Les Espagnols, les Espagnols ou les Chinois. Ou les Chinois, comment se fait-il que la France... Parce que les Espagnols nous, on a pris une position avec le Maroc. Alors, ça, on s'est brouillé avec le Maroc pour jouer l'Algérie. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon, c'est un choix politique du président de la République. Bon, on peut habiller ça comme on veut, c'est pas un succès. Il faut être honnête, ça n'a servi à rien.
Par contre, les Marocains l'ont très mal pris qu'on les ait lâchés, qu'on les ait pas appuyés, et des pays européens comme l'Allemagne, il ne faut pas l'oublier, et l'Espagne, hein, eux ont su jouer la carte marocaine en disant « mais nous, on est avec vous en Maroc ». Résultat, ben les Espagnols sont favorisés, les Allemands sont favorisés, et nous, on n'est pas favorisés du tout. Pour l'Europe, c'était le meilleur allié, c'était le Maroc. Et c'est pas un peu ce qui nous arrive avec tous les pays de l'Afrique francophone, cette perte d'influence? Alors pour le Maroc, c'est flagrant, si vous voulez, parce que c'est un pays qui se développe, qui a une vraie politique, qui va en sens de ce que je vous disais tout à l'heure. Sur les pays africains, sur le Sahel, il y a beaucoup de questions à se poser, parce qu'il n'y a pas que ça, si vous voulez. Il y a eu, si vous voulez, je m'excuse de la simplification, mais dans le Sahel, il ne faut pas oublier que nous avions de bonnes relations avec le Sahel, dans toute la région sahélienne, avec les différents gouvernements. Bon. Le Mali nous a demandé, à un moment, d'intervenir, d'envoyer des troupes, de les aider, parce que les djihadistes étaient en train de descendre du nord, hein, de Gao. Il y avait une colonne de djihadistes qui allait sur la capitale, sur Bamako, et qui risquait de renverser le régime. Donc ils ont demandé qu'on les aide, et on a fait une mission opérationnelle de projection, comme on dit chez les militaires, qui a été un succès. Et derrière, c'est vrai qu'on a continué pendant 2 ans à faire des coups. On projetait des troupes contre des djihadistes et des katibas djihadistes un peu partout, et on était très appréciés par tout le monde. Parce que là, on faisait la guerre pour leur permettre d'avoir la paix. L'erreur qu'on a faite ensuite, maintenant on le voit, hein, la grosse erreur qu'on a faite, ça a été un moment de dire on arrête ces projections pour s'installer sur le pays et garantir la sécurité générale. Or, ce n'était pas sérieux, parce que comment voulez-vous garantir avec 5 000 hommes ou 10 000 hommes la sécurité d'un territoire comme l'Europe? Parce que si vous ajoutez de la Mauritanie au Nigeria, c'est l'Europe. Comment voulez-vous garantir la sécurité de l'Europe avec 5 000 ou 10 000 hommes? C'est pas sérieux. Il suffit de le dire pour comprendre que c'est pas possible. Quand on voit sur l'Ukraine qu'avec 150 000 hommes ou 300 000 hommes, ils n'arrivent pas à avancer. Alors imaginez un peu, bon, avec 10 000 hommes. C'était une vision incroyable de présomption et d'orgueil. Si vous me disiez, mais non, on est tellement forts, nous, les Européens, on est tellement bons, les Français, que on est capable de battre des centaines de types en face. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Alors donc on a mis en place on les a mis en place partout. Et à ce moment-là, il s'est passé ce que l'on connaît bien d'ailleurs, c'est que quand vous faites des opérations ponctuelles, vous êtes une troupe de libération. Quand vous êtes installé sur place, vous donnez une troupe d'occupation. Et il suffit d'employer ces 2 mots-là pour comprendre. Libération, c'est super sympa, on vous encourage, on vous aime. Occupation, vous êtes détesté parce qu'on pense que vous êtes en train de vivre sur l'habitant. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne passe pas en plus, il y a eu des options politiques qui ont été prises, il y a eu beaucoup de choses derrière, mais la base, elle est là. Une erreur stratégique majeure. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème au niveau de l'opinion? J'entends par là, justement, le passage d'une doctrine un peu réaliste, de réel politique, à une doctrine un peu plus politique, justement. Mais justement, le propre du politique, c'est le courage. Oui. Mais est-ce que l'opinion, justement... Il faut reprendre la théorie, il faut relire Marc Aurèle, il faut relire les grands penseurs de politique, ou Machiavel d'ailleurs aussi, qui vous parlent du cynisme en politique et tout, mais qui vous parlent aussi du courage. Il faut du courage en politique. Et le courage, c'est de dire aux gens un certain nombre de vérités qu'ils n'aiment pas entendre. Quand vous avez des gens qui sont là en train de voir uniquement la réélection dans 3 ans ou dans 5 ans, ils ne vont pas dire quelque chose, on le voit bien. Ils annoncent, on ne peut pas le dire, parce que oh là là, si je dis ça, je ne serai jamais réélu. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, ils sont là pour aider la France à se développer. Il faut par moment aussi que ça capable de se sacrifier. Vous savez, en Allemagne, moi, je n'ai pas une adoration particulière pour les Allemands, mais Schröder, qui était chancelier Schröder, quand il a pris le pouvoir en Allemagne, l'Allemagne était derrière la France. On avait moins, alors depuis ça s'est aggravé chez nous, c'est vrai, mais on n'avait pratiquement pas de dette, eux ils en avaient beaucoup à l'époque. Bon, la situation était très mauvaise chez eux, vraiment à tout point de vue. Schröder, il a dit, pour changer, voilà tout ce qu'il faut faire, pour redresser la barre, voilà toutes les mesures à prendre. Et tout le monde lui a dit, d'accord, mais si vous faites ça, vous êtes mort aux prochaines élections. Il a dit, je m'en fous. Il a fait les mesures, il a été bien entendu battu aux élections suivantes,
mais l'Allemagne est devenue la première puissance européenne avec Merkel, qui n'a pas changé un mot de la politique de Schröder. Pendant tout le temps où elle était au pouvoir, Angela Merkel, elle a suivi la politique de Schröder. Ah, vous voyez, là encore, on voit la durée, vous voyez, dans la durée. Elle l'a pris pourquoi? Parce que c'est lui qui avait pris tous les risques, c'est lui qui s'était fait virer, mais la contrepartie, c'est qu'elle a pu comme ça mener l'Allemagne à devenir la première puissance européenne et de loin. Bravo. Seulement, il fallait du courage pour Schröder. Il en fallait du courage. Parce que faire harakiri, les Japonais, ils aiment ça, mais les Européens, ils n'aiment pas. Il y a cette expression que M. Védrine utilise depuis maintenant quelques années, c'est cette expression de puissance moyenne de rang mondial. Je pense que vous connaissez cette expression. Ouais, mais qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, Védrine a certainement été le meilleur ministre des Affaires étrangères qu'on a eu depuis très très longtemps. Hein, c'est un grand connaisseur, et je pense que il faut lire et écouter Védrine. On a eu la chance d'inviter. Vous avez c'est très bien, parce que c'est un grand monsieur, et je pense c'est un des très rares qui a vraiment une vision cohérente, si vous voulez, qui n'est pas idéologique. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Védrine, et pourtant il a été avec des présidents qui étaient marqués, hein, mais Védrine est quelqu'un qui est pluridisciplinaire, qui est ouvert, si vous voulez. Lui, ce qu'il voit, c'est l'intérêt national, et je dirais, il ne parle pas du reste. Hein. Il n'y a pas d'idéologie dans Védrine, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est ça qui est fort. C'est là où on voit que ça a été un grand ministre, c'est un grand bonhomme au niveau des analyses qu'il peut faire. Bon. Védrine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme nous tous, hein, comme nous tous. Ou alors non, on n'est plus tout comme lui, si vous voulez, c'est pareil. Hein. Védrine, c'est quelqu'un qui dit « Nous ne sommes plus la première puissance mondiale, ni la deuxième, ni la troisième. » Moi, je me souviens, quand on était avec le général de Gaulle, on était quatrième puissance mondiale. Bon, pas mal. Hein. On n'était pas comme ça à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Hein. Mais on avait eu 30 années, les fameuses 30 glorieuses, hein, chères au professeur Fourassier. On a eu 30 années extraordinaires de croissance à plus de 5%. Hein. On a oscillé entre 5, 7, 10% de croissance annuelle. Pour vous qui arrivez, vous ne pouvez pas imaginer, c'était une vie extraordinaire. Il n'y avait pas de chômage. Alors on travaillait, mais on savait aussi se détendre. C'était une époque honnêtement bénie des dieux. Hein. Quand on réfléchit maintenant, on a du mal à croire que ça pouvait être comme ça. Bon, je vous dis qu'on fait 30 ans et on se retrouve quatrième puissance mondiale. Pas mal. Première puissance européenne. Alors les Anglais étaient au coude à coude avec nous. Hein. Et puis à part nous, il y avait les Américains, il y avait les Russes et les Japonais. C'est tout. Tout le reste, c'était loin derrière. Aujourd'hui, on est 7e puissance mondiale. On s'est fait passer par l'Inde, par plein de pays. Et on va bientôt être la 8e parce que dans un an et demi, c'est fait, on passe 8e. Et en 2050, d'après les prévisions du FMI, hein, donc si vous voulez, c'est la prévision officielle, hein, et de l'OCDE, on ne sera plus dans les 10 premières puissances mondiales. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui que nous sommes une des très grandes puissances, c'est pas vrai. Par contre, c'est là où Védrine a raison, c'est que nous sommes une puissance moyenne, et nous allons devenir de plus en plus une puissance moyenne, mais nous avons gardé de cette époque où nous étions très forts, un certain nombre de points sur lesquels nous sommes très forts. Alors, il y en a, par exemple, c'est le nucléaire, la puissance nucléaire, militaire, c'est les sous-marins nucléaires, encore qu'il faut qu'on les rénove, hein, parce qu'ils commencent à fatiguer, hein. Mais là, on n'a pas, là, pour donner un exemple, il y en a d'autres, hein, là, dans ce domaine-là, nous sommes au niveau des 3 plus grandes puissances mondiales. On est dans les 4 premiers, hein, c'est clair. Il n'y a pas photo. Hein. Donc oui, on a des domaines dans lesquels on est bon. Hein. Mais malheureusement, il y en a de moins en moins. Regardez le spatial, on a été avec Ariane, on était le roi du monde, on était numéro 1 mondial des lancements pendant un certain temps, pendant près de 20 ans d'ailleurs, hein, avec la baisse de la NASA. Aujourd'hui, en 2022, la puissance qui a lancé le plus de fusées, c'est les Chinois, avec la fusée Longue Marche. Bon, en 2023, c'est les Américains avec SpaceX. Nous, avec Ariane, on n'existe plus. Alors on va revenir, certes, avec 3 ans de retard, mais comme notre fusée elle coûte 30% plus cher que les autres, on ne va pas en vendre beaucoup. Hein. Pour une dernière question, je vais peut-être vous demander quelque chose d'un peu plus difficile. C'est, selon vous, quels seraient les points cruciaux pour la France pour redresser un peu la barre et espérer garder une bonne place dans ce classement, justement, que nous évoquions? Je crois qu'il faut remobiliser les gens. Ouais.
Alors vous me direz, c'est pas facile, un vaste programme. Il faut que nos politiques, et là il va falloir une sacrée remise en cause quand même, hein, mais il faudrait que le politique affirme et ait la volonté, parce que de donner des objectifs et de les faire respecter. Pour moi, la France manque d'objectifs, et une fois qu'elle a fixé l'objectif, de les faire appliquer. Parce qu'on voit bien, ce qu'on disait, c'est que vous dites quelque chose, tout le monde dit attends, on va contourner, on va trouver un système pour le contourner, parce que. Hein, bon. Et non, il n'y a pas de contournement possible. Alors c'est vrai que c'est très difficile, parce qu'on touche là à un deuxième problème, celui de la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'y fait pas attention, on est en train de mourir, parce que nous ne sommes pas capables de nous imposer, on laisse faire, voilà. Alors comment faire pour relancer la machine, hein, et c'est pas évident. Oui. Sans tomber, alors bien sûr, moi je suis profondément démocrate et républicain, donc je vais pas dire, il ne s'agit pas de retomber dans une dictature, évidemment, parce que c'est une solution tentante de dire, mais allez, on va se prendre 15 ans, aller en avant, on serre les boulons, on dresse tout, et après ça repartira de nouveau. Non, on ne peut pas être pour une dictature, quand on est, enfin à mon avis, hein, quand on est dans une démocratie comme la France. Mais d'un autre côté, comment on fait pour essayer d'enrayer la chute? Parce qu'indiscutablement, il y a chute. Et je vais vous dire, alors moi, là, avec mon grand âge, comme on dit, hein, ce qui me frappe là-dedans en plus, c'est que ma génération, moi, bon, alors, elle va vivre convenablement hein, jusqu'à la fin, c'est pas un problème. Ce qui est inquiétant, c'est la génération justement des 20-30 ans, parce que qu'est-ce qu'on va leur laisser? Parce que s'ils pensent que c'est sur la base de ce qui se passe aujourd'hui qu'ils vont s'en sortir, ils se trompent. Il suffit de regarder ce qui se passe dans tous les pays du monde. Alors, il y a ceux qui vous disent « mais moi je vais partir ailleurs », il y en a plein hein, qui disent « je vais immigrer vers des pays où là c'est formidable, on peut se développer, on fait plein de choses et tout ». Ok, mais c'est terrible, Oui. parce que c'est de la richesse vive qui part de ce pays. Donc au contraire, il faut essayer que les gens restent dans le pays. Mais pour qu'ils restent dans le pays, il faut leur offrir des horizons positifs. Oui, oui. Sinon, on n'en sortira pas. Et c'est justement sur ça, le mot de la fin que j'aimerais vous interroger, c'est quelles sont potentiellement des lectures, des choses qui permettraient justement de faire sortir les jeunes de ce relativisme et qu'ils puissent prendre le pouvoir dans de bonnes conditions, avec des objectifs. Je crois qu'il faut que les gens, plus que de la lecture, je pense qu'il faut que les gens arrêtent de penser ou de croire plutôt ce qu'on leur dit, les jeunes arrêtent de croire ce qu'on leur dit, à savoir qu'on est supérieur à tout le monde, qu'on est meilleur à tout le monde. C'est pas vrai. Alors la Védrine a tout à fait raison, on est une puissance moyenne, avec des atouts, mais on est une puissance moyenne, et si on n'y prend pas garde, une puissance moyenne, elle peut baisser très vite. Ce qu'il faut, c'est que les gens regardent ce qui se passe ailleurs. Moi, je suis très frappé quand je vois des jeunes qui vont à Singapour, qui vont à Dubaï, qui vont au Brésil, à Sao Paulo, dans beaucoup de pays du monde, hein, des grands pays du monde. Ils reviennent, ils disent « mais c'est extraordinaire ce que j'ai vu là-bas, c'est pas du tout la même vie que chez nous, ça se passe très bien. Il y a des musulmans, à Indonésie, vous avez un pays de musulmans. Quand même, Dubaï ou l'Abu Dhabi, c'est des musulmans. Ouais, n'empêche que dans les hôtels, on peut boire de l'alcool, n'empêche que les gens ne vous agressent pas dans la rue, il n'y a jamais de vol. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a plein de pays qui réussissent mieux que nous, souvent avec plus d'énergie que nous, parce qu'ils tiennent mieux aussi, hein, parce qu'il faut bosser, il faut tenir. On est en face de nous des gens qui veulent y arriver, qui veulent s'en sortir. Hein. Pendant des siècles, on les a contrôlés par différents moyens et ils n'ont pas pu arriver à être à notre niveau. Aujourd'hui, ils veulent nous passer et ils vont y arriver parce qu'ils travaillent plus que nous, ils sont plus motivés que nous et ils vont y arriver. Alors, soit on dit bon, on s'en fout, on va mourir, mais je sais pas, c'est pas une bonne solution. Soit on se pose des questions et là, le politique, il doit dire ben voilà, pour s'en sortir, voilà les objectifs qu'il faut qu'on se fixe, voilà comment on va faire. Regardez l'horizon, donc c'est votre plus grand conseil pour justement retrouver des valeurs. Oui, et sans oublier, c'est le spoiler chinois, que plus on avance et plus l'horizon recule. Hein. Oui. Ce qui donne toujours l'espoir quand même, parce qu'on voit l'horizon, on dit je veux arriver là-bas. Exactement. Merci Monsieur Juillet. La mer, des reflets changeants sous la pluie.